Et bonjour à tous, soyez les bienvenus. C'est l'heure de votre grand dossier sur LCI. Une émission qu'on a intitulée aujourd'hui Trump, cible numéro 1 de l'Iran. Avec cet enjeu, comme ça s'affiche, la sécurité du président américain est-elle menacée? Alors regardez, il y a quelques instants, quelques minutes en Iran, à Mashhad, ces images, là où va être inhumé l'ayatollah Khamenei, et vous le voyez, cette inscription, Trump, on va vous tuer. Alors Donald Trump qui a dû changer d'avion pour décoller depuis la Turquie car l'Air Force One offert par le Qatar n'était pas assez sûr. Quasiment au même moment, 90 sites iraniens ont été visés par les États-Unis, des chemins de fer, des ponts, des ports. Un Donald Trump qui annonce un déluge de feu sur Téhéran. C'est parti pour le grand dossier. Ils sont morts, ils les ont remplacés, on les a tués aussi. Ils n'arrêtent pas de les remplacer. Peut-être qu'ils vont mourir aussi. Et peut-être que je mourrai aussi. Parce que je suis leur cible numéro 1. Ils le disent partout parce que ce sont des ordures. C'est comme ça qu'ils agissent depuis 47 ans. Mais je fais ce qui est juste pour le pays et pour le monde. Ils doivent être arrêtés. Et voilà pour Donald Trump, pour tout comprendre, pour tout décrypter. Nos invités, je dois dire un plateau 5 étoiles aujourd'hui. Le général François Chauvency, consultant géopolitique LCI. Elisabeth Shepard-Selam, maître de conférence à l'université de Tours, spécialiste des questions de défense et de sécurité. Michel Scott, grand reporter à TF1. Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Bonjour à tous les quatre, merci d'être avec nous. Alors, on a assisté, je vous le disais, à une nouvelle nuit de frappe intensive sur l'Iran. Donald Trump avait prévenu. Bilan, 90 cibles militaires dans le pays. D'ailleurs, général Chauvency, on va voir cela avec vous. Si vous voulez bien me suivre, allez-y. Puis je crois que vous avez votre outil indispensable pour qu'on regarde un petit peu précisément et concrètement quelles ont été les cibles des Américains. Alors, regardez tout d'abord cette image. Là, c'est un pont iranien qui a été en partie détruit par un missile. C'est d'ailleurs la première fois depuis le cessez-le-feu du 8 avril dernier, bien que les Américains s'attaquent, regardez, à une telle infrastructure. Alors, c'est un pont ferroviaire situé près de la ville d'Akala, sur la ligne de train qui relie l'Iran au Turkménistan, tout au nord du pays. Vous le voyez ici à la frontière. Une autre liaison ferroviaire, d'ailleurs, a été interrompue. Je vous parlais de la ville de Mashhad et il y a quelques instants. Eh bien, c'est cette ligne Téhéran-Mashhad, alors qu'on le rappelle, oui, le guide suprême doit être inhumé dans cette ville. C'est sa ville natale. Tout un symbole, général ? Oui, tout à fait, parce que cette ville-là, c'est la seconde ville la plus importante d'Iran. C'est une ville religieuse. C'est aussi, comme on l'a vu sur la voie ferrée, une voie ferrée, c'est la plus importante finalement d'Iran en termes de flux de personnel et logistique, notamment parce que c'est un lieu de pèlerinage. Donc frapper cette voie ferrée et cette ligne particulière, c'est un impact psychologique réel sur le pays. Et puis regardons quand même où c'est frappé, parce que c'est quand même pas à côté de la flotte américaine par exemple, ni des bases américaines qui sont beaucoup plus par là. Voilà, donc c'est une capacité de frappe en profondeur et qui est quand même un signe fort vis-à-vis du régime des passes d'Aran. Alors là, nous étions au nord, mais le sud aussi a été visé par les Américains. Alors vous allez voir ces autres images, voilà, qui nous montrent des explosions dans le port de Chabahar, précisément. On est au sud-est de l'Iran. Les Américains qui ont frappé d'ailleurs, comme hier, notamment le grand port de Bandar Abbas. Et là, nous sommes vraiment à proximité immédiate du fameux détroit d'Ormuz. Oui, Chabahar, en plus, c'était une zone extrêmement, je dirais, logistique importante. D'ailleurs, à une époque donnée, c'est les Indiens qui en avaient toute, ou le Pakistanais qui en avait, ou l'un des deux, qui avaient toute la mainmise sur l'économie et qui ont d'ailleurs se sont retirés depuis le conflit. C'est une zone où on exporte beaucoup des produits de l'Iran. Et puis, quand même, on peut s'étonner que depuis le début de cette guerre, il n'y a pas eu beaucoup de frappes revendiquées par les Américains dans cette zone. Elle est partie, bon, ça va revenir, du détroit d'Ormuz. Donc on est bien dans une situation aujourd'hui. Le détroit d'Ormuz n'était pas vraiment une cible militaire en tant que telle, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de frappes au bilan, et on peut s'étonner que ça n'ait pas été fait. Voilà, c'est revenu. Voilà, donc vous voyez bien. Donc aujourd'hui, l'affirmation de la détermination américaine est très claire. Les sites là où il y a un intérêt économique et militaire, parce qu'il y a des cibles militaires qui ont été touchées, ce sont des cibles légitimes pour les Américains pour répondre, n'oublions pas, aux provocations iraniennes. Allez, encore juste un mot sur une autre cible, j'allais dire, allez, pas des moindres, ce sont les Iraniens qui l'annoncent, la centrale nucléaire de Bushehr, et là nous sommes dans le sud du pays. Encore un symbole, général ? Oui, tout à fait. D'abord, c'est une centrale nucléaire civile. Maintenant, c'est une déclaration
iranienne. Je vois mal aujourd'hui les Américains essayer de frapper une centrale nucléaire civile. Donc, par contre, pour nous, ça nous parle. Ça veut dire, attendez, les Iraniens nous accusent les Américains de faire cela. C'est une atteinte finalement au droit international aussi, parce qu'on ne doit pas, c'est prévu dans les conventions de Genève, hein, on ne frappe pas les centrales nucléaires civiles. Et donc, mettre ça sur la place publique, en quelque sorte, les Iraniens accusent indirectement les Américains de crimes de guerre potentiels. Allez, vous avez déjà rangé l'ustensile que vous avez avec vous. Elisabeth Shepard-Selam, un symbole de cibler notamment cette dernière information qu'on a appris en milieu d'après-midi, la centrale de Bushehr. Alors, je pense que, moi, je reviens à ce que disait le général. Donc, vous êtes dubitatif aussi ou... Je suis vraiment dubitatif pour l'instant. On sait qu'il n'a menacé les infrastructures civiles dans le passé et récemment, ces deux derniers jours. Mais de là à frapper le central nucléaire, j'ai du mal à le croire. Maintenant, est-ce que les Iraniens sont assez futés pour l'utiliser, pour tourner quelque chose dans leur faveur? Bien évidemment. Par contre, pour le frappe sur le réseau ferroviaire à Mashhad, ça c'est très symbolique. Pourquoi? Bien évidemment parce que c'est par là aussi où les funérailles passent en ce moment. Et je pense que ça par contre, c'est intentionnel et très symbolique. Guillaume Roquette. Oui, moi j'aime bien ce mot de symbolique. Je pense qu'il y a un message envoyé par les Américains. Sinon, on voit pas très bien l'utilité. Il y avait des frappes là, tout au nord du pays, vers le Turkménistan, qui est pas une voie d'exportation de l'Iran. Donc on peut pas dire que c'est pour bloquer les exportations d'hydrocarbures. Jusqu'à présent, les Américains, ils frappaient plutôt autour du Golfe, quoi, pour essayer de dire aux Iraniens, n'essayez pas de taper sur les bateaux parce que nous on réagit. Et là, c'est plus le cas. Là, ils disent, on tape partout. On tape sur des infrastructures civiles, comme la centrale nucléaire. C'est une façon de dire aux Iraniens, attention, ce sont pas seulement des escarmouches pour essayer de vous donner plus de bonne volonté pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Non, ça veut dire, nous sommes prêts à remettre en œuvre une offensive d'envergure. Et ça, évidemment, c'est une rupture. Je rappelle que le 17 juin dernier, les Iraniens et les Américains ont signé un protocole d'accord dans lequel ils sont supposés aller vers la paix. Ça n'en prend pas vraiment le chemin. Michel Scott, quand on voit effectivement ces sites militaires, ces ports, ces chemins de fer, ces ponts, il y a des installations navales, des sites de stockage qui sont aujourd'hui visés. Là, on a un Donald Trump qui va, qui cible à tout va. Oui, c'est la reprise d'un dialogue par missile interposé. Je ne sais pas combien de temps il va durer. Encore une fois, là, on ne peut pas préjuger de la suite. Moi, je fais plutôt le pari que ça ne va pas durer. Mais voilà, après, parce qu'aucun... Et qu'est-ce qui vous ferait dire ça, que ça ne va pas durer? Intérêt à ça. Aucun intérêt? On sait qu'il n'a aucun intérêt, qu'il désespère de pouvoir sortir de ce conflit le plus vite possible, pour toutes les raisons qu'on connaît, politiques et économiques. Les Iraniens n'ont pas intérêt à ce que ça dure. En revanche, ils ont intérêt à continuer de faire ce qu'ils font, c'est-à-dire à donner le tempo. C'est eux qui sont à l'initiative de ça. Pourquoi ça a repris là, ici? Parce qu'ils ont tiré sur des navires. Pourquoi? Parce que c'est eux qui font la police dans le détroit d'Ormuz. Il y a des navires qui sont sortis du chenal ou de la voie maritime ou du tracé maritime qu'ils avaient défini. Eh bien, c'est eux qui font la police, qui envoient des coups de semonce. Et les Américains sont dans la réaction. Ils sont en retard, ils réagissent, il n'y a pas d'anticipation, c'est pas ça qu'ils souhaitent. Bon, donc moi je fais pareil que si Galibaf par exemple envoie des messages pour reprendre les négos, les Américains vont se précipiter dessus. Alors maintenant, sur les frappes américaines elles-mêmes, sur ce dialogue, enfin sur ces messages, effectivement, je suis tout à fait d'accord, c'est des messages, plein de symboles. Donc Bandar Abbas, c'est le détroit. Ouais. C'est de là que se contrôle le détroit, de toute façon. Donc là, c'est assez logique. Vous tirez de là, nous on vous tire dessus. Mashhad, c'est pas Mashhad même, ils sont quand même pas fous, on est quand même assez loin, on est assez loin. Mais enfin, c'est l'Extrême-Orient, c'est le Khorasan, c'est l'Extrême-Orient, on est à l'opposé du détroit et du Golfe Persique, là. Ce qu'il y a de plus sacré pour vous, attention, n'est pas, et vous le savez, n'est pas vraiment sacré pour nous. On le sait depuis le 28 février, donc attention. Et puis pour ce qui est des infrastructures civiles, en l'occurrence là les voies ferroviaires et les ponts, puis il y a des ponts aussi dans le Golestan, je crois que c'est un pont, enfin bref. Bon, tout ça c'est du civil. Image directe, Michel, de Mashhad. Oui, alors ça c'est Mashhad même. Ouais. Effectivement, c'est-à-dire je sais pas comment ils sont, des centaines de milliers. Funérailles de l'ayatollah Khamenei. Voilà, ça se termine ce soir. C'est l'enterrement dans sa ville natale, dans la ville natale de son fils, Mojtaba aussi, qui est né à Mashhad.
Tchad. Cette séquence-là se termine ce soir, cette séquence de 6 jours. Enfin, on a vu que la reprise des hostilités, qui est un autre type de dialogue, bien sûr, eh bien, peut se faire en parallèle. Sur Boucher, juste pour finir, effectivement, ils n'ont pas tiré vraiment sur les 2 réacteurs de Boucher. Mais enfin, et Boucher, c'est Karg aussi. Karg, c'est pas très loin. Car l'île de Karg dépend de la préfecture de Boucher, la province de Boucher, peu importe. Mais c'est dire que effectivement, attention. On n'a pas peur d'aller loin dans cette direction-là aussi. C'est ça le message qui est envoyé. Sauf qu'au bout du compte, il y a quand même crime de guerre, si on va jusqu'au bout de la logique. Donc, parce que pour bien comprendre, quand on cible justement ces infrastructures, qu'est-ce que cherchent à faire les Américains ? Est-ce que c'est un signal et en disant à bon entendeur, salut, vous voyez ce qu'on est capable de faire et on peut aller encore plus loin ? Est-ce qu'on espère paralyser une partie du pays ? C'est quoi ? C'est tout à la fois ? Michel et Général. À ce stade, à mon avis, là, on reste mesuré. Dans la réponse, il y a eu 80 frappes. 90 frappes en 24 heures, 170 en 48 heures. Mais quand même, on a eu plus intense par le passé. Et on sait, les Américains devraient le savoir, que ça n'a pas fait plier les Iraniens. Donc, encore une fois, dans ce dialogue par missile interposé, au Pentagone et à la Maison Blanche, on devrait savoir qu'il en faudra plus pour les effrayer. Quoi. Général. Oui, alors d'abord, ça veut dire aussi aux Iraniens et à ceux qui les gouvernent que l'espace aérien ne leur appartient pas. C'est qu'aujourd'hui, les Américains peuvent frapper pratiquement là où ils veulent, alors peut-être pas dans le parti nord-est qui est quand même très éloigné, donc c'est peut-être plus difficile, peut-être pour ça d'ailleurs. C'est presque hors sujet. C'est presque hors sujet. Oui, tout à fait. C'est une zone. Il faudrait un ravitailleur en vol en cours de route, et c'est peut-être pas très prudent non plus actuellement. Peu importe. La défense solaire est quand même très fortement amoindrie, ça on le sait. On voit bien que les avions ont frappé comme ils voulaient. Il n'y a rien de détruit. N'oublions pas que depuis le début de cette guerre, les Américains ont perdu 2 avions. Plus 5 ou 4 par tir fratricide, enfin moins de 10 avions ont été détruits. Je ne parlerai pas du Sentry et ni des 2 cassés, du ravitailleur en vol qui étaient sur base. Mais globalement, l'espace aérien est contrôlé par les États-Unis. Ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, effectivement, je suis d'accord avec vous, la solution militaire n'est pas la bonne solution dans la mesure où en face, il y en a des gens qui ne céderont pas. N'empêche que pour l'instant, ils sont prêts de ne pas céder, ils ne cèdent sur rien. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait ? Et c'est vrai que la vraie question, que va faire Trump après avec des gens qui ne veulent pas céder et qui ne remettent pas en cause leurs revendications en termes de négociation. Et pendant ce temps, Elisabeth, on a des Iraniens qui ripostent aussi face à ces attaques américaines. On vise, j'allais dire, comme à l'ordinaire ou à l'habitude, on vise aussi les pays du Golfe, que ce soit le Koweït ou Bahreïn par exemple. Koweït, Bahreïn, et si j'ai bien compris, les Jordaniens disent avoir intercepté des missiles. On peut imaginer, et en Israël aujourd'hui et hier, il y avait cette inquiétude, qu'ils commencent à viser de nouveau, bien évidemment, Israël aussi. Et justement, allez-y, Guillaume. Oui, je disais qu'il y avait aussi le Qatar, sur lequel il y a une frappe, alors semble-t-il assez symbolique, mais le Qatar est quand même un médiateur dans ce conflit. Faites bien de le rappeler. C'est vrai que les Iraniens font un peu comme les Américains, c'est-à-dire c'est des frappes à caractère symbolique, parce que c'est pas des frappes massives, peut-être d'ailleurs qu'ils sont pas capables de les faire, mais c'est assez étonnant, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment comme si aucun des deux ne voulait donner des signes de bonne volonté avant de commencer vraiment les négociations. Alors, un des autres, j'allais dire, acteurs de ce conflit, vous le citiez à l'instant, Elisabeth, Israël, États-Unis, Iran, Israël. On rejoint Bethsabée Salem, notre correspondante TF1 LCI. Bonjour Bethsabée. On le voit depuis maintenant quelques heures, quelques jours, les avions ravitailleurs américains qui commencent à retourner au Moyen-Orient. Oui, tout à fait. Alors déjà, on rappelle que sans ces ravitailleurs, c'est difficile de mener des opérations à longue distance. Donc, ils permettent aux chasseurs d'opérer longtemps et loin, en l'occurrence en Iran. Alors, à la signature du mémorandum d'entente entre Washington et Téhéran, on a observé que ces ravitailleurs américains qui étaient postés dans la région revenaient vers les bases américaines en Europe. Eh bien, on constate ces 2 derniers jours le mouvement inverse avec beaucoup d'avions ravitailleurs américains qui reviennent vers le Moyen-Orient. Pourquoi ? Parce que tout simplement le CENTCOM, les États-Unis, se préparent à un scénario selon lequel les opérations en Iran dureraient, pourquoi pas
plusieurs semaines. À noter qu'à l'aéroport de Ben Gurion, vous savez, ces derniers mois, il y avait des centaines et des centaines de ravitailleurs. Et bien, 50% de ces ravitailleurs ont été déployés dans d'autres endroits sur la demande de l'aéroport parce qu'ils ne pouvaient plus fonctionner. Cela dit, on peut souligner deux choses. D'abord, qu'il y a encore beaucoup de ravitailleurs à Ben Gurion et ailleurs en Israël et que les ravitailleurs américains qui ont quitté l'aéroport ne sont pas allés très loin. C'est ce qu'a souligné le directeur de l'autorité aéroportuaire. Bethsabée, les sirènes, une nouvelle fois, ont retenti aujourd'hui. Est-ce que Israël, finalement, est prêt à rejoindre les Américains dans leur campagne de frappe? Est-ce qu'Israël se prépare à une reprise des combats? Oui, d'ailleurs, ces dernières heures, de plus en plus de responsables confient aux médias ici qu'en fait, Israël n'attend que le feu vert de Donald Trump, que ça représenterait pour Israël une opportunité de pouvoir frapper directement en Iran. Vous savez, l'armée israélienne, ces dernières semaines, a préparé des listes de cibles et notamment, on insiste ici, des cibles énergétiques en Iran. Pourquoi pas des éliminations ciblées? Tout cela étant dans le but, vous savez, d'affaiblir le régime iranien. Cela dit, la plupart des experts ici considèrent que Donald Trump préfère garder le contrôle de cette escalade. Ce qui est sûr, c'est que l'armée ici est en alerte maximale avec des avions armés prêts à s'envoler pour attaquer l'Iran et une armée qui est prête aussi en défense. Pourquoi? Parce qu'il est aussi possible que Téhéran décide d'attaquer le territoire israélien. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Bethsabée Salem, depuis Israël. Michel Scott, là, Israël est dans quel état d'esprit? C'est-à-dire prêt à reprendre, mais surtout prêt à nouveau à vouloir en découdre avec l'Iran? Je crois, en tout cas, pour le gouvernement israélien, pour le gouvernement Netanyahou, pour Benjamin Netanyahou lui-même, le scénario qu'on a vu se développer là ces toutes dernières semaines n'était pas celui souhaité. Donc le job n'a pas été accompli, n'a pas été fait, n'est pas terminé, loin de là, au contraire. Donc les velléités finalement de négociations américaines qui leur ont été imposées, hein, on sait que c'est comme ça que ça s'est passé, ça s'est fait même dans leur dos à un moment donné. Tout ça n'a pas plu évidemment du côté de Netanyahou. Donc il y a quand même eu un accord finalement sur le Liban, mais la menace, puisque c'est ça les fondements de cette guerre, de ce conflit, la menace existentielle pour Israël, c'est même ça la vraie raison, beaucoup plus qu'une menace sur les États-Unis. On a bien compris qu'il n'y avait pas de menace sur les États-Unis. Donc c'est ça, et qui peut se justifier, hein. Ça s'explique, et c'est très bien compris quand on voit la position israélienne. Cette menace, elle existe toujours. Elle existe toujours. Donc il y a peut-être la volonté de voir effectivement ce protocole d'accord, cette phase de négo de 60 jours n'aboutir à rien, et effectivement une reprise de la guerre. Elisabeth. Je rajouterais à ce que disait Michel Scott que c'est pas simplement le gouvernement. Quand ça a été signé, et avec tout ce qui a pu être dit par le gouvernement américain contre Israël, notamment J.D. Vance, l'opinion publique israélien est vraiment inquiet sur cette menace existentielle, plutôt contre cette préaccord ou memorandum, et toute l'opposition. Et on est dans une année électorale où effectivement ça joue beaucoup. Netanyahou traîne un peu dans les sondages, donc il le sait très bien, et toute l'opposition est plutôt pour une reprise, parce qu'il y a cette impression que cette mémorandum est à leur dépens. On a beaucoup entendu, et on vous le raconte ici, bien évidemment, sur LCI, ces passes d'armes, en tout cas ces mots échangés entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Est-ce que là, on pourrait avoir un Premier ministre israélien qui décide d'y aller tout seul, sans attendre un président américain, ou alors il va devoir, obéir, entre guillemets, aux desiderata game requête de Donald Trump? Ce qui est sûr, c'est que Netanyahou n'était pas satisfait des modalités du protocole d'accord qui, je vous rappelle, incluait Israël en disant Israël ne fera plus, y compris au Liban. Et c'est vrai que l'accord entre Israéliens et les Libanais dont parlait Michel Scott, la première réaction du Hezbollah iranien, ça a été de dire on n'accepte pas le programme de démantèlement qui est prévu. Donc en fait, moi je vois pas Netanyahou avoir une action d'offensive, une action d'envergure, sans l'accord de Donald Trump, ne serait-ce que parce que militairement, les Israéliens sont quand même assez dépendants des Américains. En revanche, l'idée qu'il y ait des petites actions, y compris au sud Liban, ce qui est une façon de dire, regardez, comme les Iraniens ne respectent pas le protocole d'accord, puisque ils continuent notamment à frapper sur les bateaux qui passent dans le détroit d'Ormuz, nous on continue aussi, comme si
mis, ça remettait entre guillemets les compteurs à zéro pour redonner des marges de manœuvre à Israël. Vous avez commencé à l'évoquer, Michel, sur la durée. Combien de temps tout cela pourrait durer? Écoutez la mise au point du vice-président des États-Unis. Ce que les Iraniens doivent comprendre, s'ils tentent de bloquer le détroit d'Ormuz, l'armée américaine répliquera. C'est aussi simple que cela. Soit ils s'y conforment, soit ils subissent exactement ce qui leur est arrivé la nuit dernière. La situation se répétera tant qu'ils n'auront pas rouvert ce passage et cessé de tirer sur les navires. Voilà pour les propos de J.D. Vance. Regardez aussi, déclaration d'un officiel américain aux médias, vous le connaissez, Axios, la reprise des frappes qui pourrait durer 1, 2 jours, voire 1 mois. Flou total, général. Ça dépend du résultat. Ça veut dire simplement que les Américains n'ont pas l'intention de baisser la garde face aux provocations iraniennes. Mais je dirais que c'est pas. On en parlait il y a quelques instants. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de bien établi, un scénario, j'allais dire, écrit, ou alors c'est une chimère, c'est un rêve absolu de se dire qu'on peut donner un jour A, fin un jour C. Non, ça veut simplement dire que les Américains sont prêts à mettre les moyens qu'il faut avec le temps qu'ils estimeront nécessaire. Donc en fait, les Iraniens doivent s'attendre, s'ils ne comprennent pas, à se faire bombarder peut-être tous les jours et peut-être pour plusieurs semaines ou plusieurs mois. Michel. On voit dans toutes ces déclarations, celle de Vance à l'instant et toutes celles de Trump globalement, que du côté américain, on nage en plein quiproquo depuis le début. Ils s'adressent aux Iraniens et au monde comme s'ils étaient les vainqueurs et qu'ils attendaient que les Iraniens ayant déjà capitulé, d'une certaine façon, se conforment aux règles désormais édictées. Quiproquo total, puisque les Iraniens pensent exactement l'inverse. Donc que c'est eux qui sont sortis vainqueurs de cet affrontement jusqu'à présent, par leur simple résilience et le fait qu'ils sont encore là, que les buts de guerre ont été complètement ratés par la partie occidentale, et que c'est eux qui ont des exigences. C'est eux qui ont des exigences et qui imposent des conditions. Et la condition numéro 1 à ce stade, sur le détroit d'Ormuz, c'est qu'encore une fois, c'est eux qui doivent le gérer. Donc il est hors de question, du point de vue iranien, évidemment, si on finit par arriver à leur tordre le bras, il y aura un principe de réalité, mais de revenir au statu quo ante, avant la guerre. C'est-à-dire une voie navigable, etc., qui peut constituer pour eux, d'ailleurs, en fait, une menace. Donc ils font la police. Guillaume et Elisabeth. Oui, moi je suis pas militaire et encore moins américain, mais je me demande ce qu'ils peuvent faire de plus, les Américains, que ce qu'ils ont fait en pure perte. Bien sûr. Pendant 2 mois, 2 mois et demi même. Il y a eu des milliers de frappes, ils ont mis 3 porte-avions et le régime n'est pas tombé. Alors les menaces de J.D. Vance, je vois pas très bien comment il peut les mettre à exécution. Alors certes, il peut faire un contre-blocus du détroit d'Ormuz. Enfin, comme l'objectif c'est de le libérer, je vois pas trop l'utilité. Et c'est ce qu'ils avaient déjà prétendu faire. Absolument. Donc c'est pour ça que moi je suis assez d'accord. Il y a beaucoup de menaces et de frappes symboliques, mais je vois pas très bien l'utilité de reprendre la guerre. Alors, 2 choses, les gesticulations constantes de J.D. Vance, là, oui, vis-à-vis des Iraniens, aussi en interne, parce que quand ils ont signé cet accord, il y avait énormément, il s'est quand même engueulé avec des sénateurs républicains qui disaient, mais c'est quoi, vous avez un peu capitulé, voire beaucoup. Il y a eu énormément de on va dire, réticence de la part de ses propres partenaires dans son propre parti. Donc aujourd'hui, J.D. Vance, qui est le visage de tout ce débat, vous entendez pas Marco Rubio, faut le dire. Pourquoi ? Parce qu'on pense au présidentiel de 2028, mais J.D. Vance doit le vendre en interne, à sa propre base, parce qu'il pense aussi au présidentiel. Le côté interne est quand même très important aussi pour eux. Alors justement, on va rester, si je puis dire, d'une certaine manière aux États-Unis. Bientôt 17h10, dans votre grand dossier sur LCI. Donald Trump qui a préféré jouer la carte de la sécurité. Eh oui, alors qu'il devait embarquer à bord du Boeing 747 offert par le Qatar pour quitter le sommet de l'OTAN, eh bien il a opté pour le traditionnel Air Force One pour des raisons de sécurité. J'accueille le général Jean-Paul Paloméros. Venez, général, ancien commandeur suprême de l'OTAN. Merci d'être avec nous. Trump, cible numéro 1 de l'Iran, je vous le rappelle, c'est le thème de notre émission de ce soir. Juste avant de me tourner, si je puis dire, vers vous, général, je vais rejoindre Camilla Campuzano pour avoir les explications, j'allais dire, et le détail de ce qui est arrivé, de cette histoire, de cette affaire d'avion. Camilla, que sait-on exactement ? Alors, je pense que le plus parlant, ce sont les images. Regardez,
vous voyez bien, on parle de 2 avions différents. D'un côté, vous voyez le tout nouvel appareil flambant neuf, et puis de l'autre, eh bien, c'est l'ancien Air Force One. Alors, vous le disiez, Donald Trump a dû prendre celui-ci, l'ancien appareil, pour quitter Ankara au lieu du nouvel appareil. Je rappelle quand même qu'il est arrivé à Ankara à bord du Boeing flambant neuf. Donc, ça peut quand même tout de même surprendre. C'est un Boeing qui avait été offert par le Qatar. Souvenez-vous, c'était il y a quelques jours à peine. On parle d'un Boeing 747. Et on peut dire que Donald Trump ne manquait pas d'éloges. Il n'y en aura plus jamais d'autre comme celui-ci. Il est vraiment unique. Il est considéré comme l'avion le plus luxueux au monde. Quand il a été construit à un niveau que l'on ne reverra probablement jamais. Bon, tout a l'air parfait, Camilla, et pourtant, on a un Donald Trump qui ne reprend pas son avion flambant neuf. Exactement. Les services secrets, figurez-vous, seraient peut-être intervenus. En tout cas, c'est ce que dit le New York Times. Ils auraient demandé à Donald Trump de ne pas prendre ce nouvel avion. Un changement d'avion s'est déroulé tout de même par la suite au Royaume-Uni, sur une base militaire, comme vous le voyez ici. Finalement, Donald Trump monte à bord de son nouvel appareil. Alors, la première question, c'est est-ce que cet arrêt au Royaume-Uni était prévu? Donald Trump dit sur les réseaux sociaux qu'il voulait simplement profiter pour aller honorer ces courageux militaires américains. Mais derrière tout ça se pose surtout la question de la sécurité, vous vous en doutez. Est-ce que Donald Trump, on s'en souvient, a mis la pression au Qatar pour avoir son appareil le plus rapidement possible? Certains responsables s'en inquiétaient déjà à l'époque. Est-ce que du coup, ils ne sont pas allés trop vite au détriment de certaines mesures de sécurité, comme les systèmes de défense antimissiles par exemple? En tout cas, Donald Trump, lui, s'est montré plutôt rassurant à bord de l'avion ensuite qu'il a pris. C'est une question effectivement qu'on peut se poser. Merci beaucoup Camilla. D'ailleurs, Général Paloméros, est-ce que là on a un nouvel appareil, celui offert par le Qatar, qui est incapable en fait d'assurer la sécurité du président américain? C'est aller vite en besogne parce que entre les soucis et les préoccupations des services secrets qui vont voir jusqu'au boulon de 8, si vous voulez, si c'est bien vissé, etc., qui sont très exigeants. Ils ont raison, hein, après tout, c'est leur métier. Et puis, c'est quand même le président des États-Unis. C'est vrai chez nous aussi. Mais il est clair que là, on rentre dans un domaine qui est très intéressant parce que c'est l'évolution finalement des avions modernes qui sont des avions, au sens propre du terme, mais qui sont aussi des logiciels volants. Ce qui veut dire que les constructeurs d'avions aujourd'hui sont des experts en numérique. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'ils assurent que ce sont des commandes électriques, tout ce qui est navigation, toutes les fonctions, quelque part, demandent une alimentation numérique, des données, etc. Et il y en a beaucoup dans l'avion, des enregistreurs de vol, des enregistreurs dans tous les sens. Donc, ce qui veut dire qu'il peut y avoir, par malveillance, l'insertion d'un virus en amont qui n'est pas forcément, qui est rémanent, comme on l'a vu dans d'autres domaines comme les télécommunications, et là qui peut être ravivé à un moment ou à un autre. Et comme cet avion, vous l'avez dit, a été introduit très rapidement, je pense qu'ils n'ont pas eu forcément tout le temps pour débugger, c'est long. Quand vous construisez l'avion, c'est un peu plus simple parce que vous construisez vous-même votre système d'information. Quand vous en recevez un comme ça, et aussi important, aussi stratégique, vous vous dites, bon, alors il y a peut-être après ça les systèmes qui permettent effectivement d'une manière active de se protéger contre les missiles, etc., les récepteurs. Donc vous voyez, il y a peut-être une petite défiance, mais elle est légitime. S'il y a un doute, il ne faut pas qu'il y ait de doute. C'est ce que j'allais vous dire. Ils sont plutôt dans cette logique-là. Ça ne veut pas dire que l'avion du Qatar est mauvais, mais voilà, ils ont fait l'échange et puis tout s'est bien passé, quoi. C'est le New York Times, on le disait, qui révèle que les services secrets sont à l'origine de cette demande. Il ne faut pas prendre à la légère, c'est normal, c'est logique ça. Ça serait, je pense qu'il en serait de même chez nous si on avait le moindre doute. Bon, nous, nos avions présidentiels, on les fait nous-mêmes, entre guillemets, on les confie à les sociétés françaises ou européennes. Bon, on est en toute confiance, mais ça ne veut pas dire la confiance n'exclut pas le contrôle. Il y a les services compétents qui passent derrière, je peux vous dire, qui testent grandeur nature tous les logiciels et toutes les fonctions de l'avion. Michel. Normalement, ils sont tous les deux Air Force One. Air Force One, c'est l'avion dans lequel voyage le président américain. Donc le premier quand il était dedans et le deuxième, voilà, ils sont. Air Force One n'est pas forcément celui qu'on a vu. Celui qu'on a vu effectivement. Est-ce que c'est une image, Elisabeth, qui fait
tâche, j'allais dire, pour le président des États-Unis. Oui, alors ça faisait déjà tâche même aux États-Unis, l'idée d'accepter. Alors en soi, c'est fabriqué américain, c'est un Boeing, donc mais accepter. Alors pour des raisons juridiques, il y a beaucoup de questions autour de ce cadeau qui l'emporterait a priori après son mandat. Donc ça fait beaucoup causer aux États-Unis. Moi, j'ai beaucoup échangé avec des membres de la communauté des renseignements qui disaient qu'il faudrait au moins un an pour pouvoir non seulement avec les logiciels, mais aussi tout ce qui est mouchard. On ne parle pas simplement de peut-être le détourner, mais aussi toutes les informations, tout ce qui est données de sécurité nationale qui pourraient fuiter vers des ennemis. Donc il y a quand même beaucoup. Enfin, ça passe aussi aux États-Unis pour quelque chose d'assez ridicule, alors que on va être honnête, le président des États-Unis n'avait pas besoin de demander au Qatar un autre avion. Depuis Washington, Sonia Dridi. Bonjour Sonia, vous êtes la correspondante pour TF1 et LCI. J'allais dire, après cette information, question toute simple, comment on réagit et qu'est-ce qu'on en dit sur place de ce changement en quelque sorte d'avion par mesure de sécurité en urgence pour Donald Trump? Oui, c'est un changement qui a évidemment étonné, notamment les correspondants à la Maison-Blanche qui suivent très régulièrement le président américain dans ses déplacements. Il y a eu ce changement d'avion. Vous l'avez dit, Donald Trump est arrivé avec le Boeing offert par le Qatar en Turquie et il est reparti au départ avec son ancien, entre guillemets, Air Force One. Et aussi, les journalistes qui étaient dans l'avion, on leur a demandé de remonter les hublots une fois qu'ils avaient décollé. Donc ça aussi, c'est très inhabituel. Donald Trump au départ a expliqué que ce changement d'avion c'était surtout pour montrer ce magnifique appareil aux militaires américains sur les bases américaines, mais ensuite dans l'avion lui-même a laissé entendre qu'il était la cible de l'Iran. Il a même dit aux journalistes si moi je tombe, vous tombez aussi, donc il faudrait peut-être changer de métier. Vous l'avez dit aussi, selon les Secret Service, les Secret Service ont fait cette demande pour des raisons de sécurité. Et beaucoup avancent que Donald Trump était très pressé d'avoir ce nouvel avion offert par le Qatar et bien qu'il ne dispose pas de toutes les technologies dont disposerait son ancien jet, le Air Force One. C'est notamment Margie Haberman qui a écrit ce livre Regime Change sur la Maison Blanche, sur les coulisses de la Maison Blanche, qui avec son co-auteur a décrit les conversations qu'elle a eues avec des sources qui lui disaient que Donald Trump était trop pressé d'avoir ce nouvel avion et que donc toutes les technologies n'auraient pas le temps d'être mises en place concernant les capacités de défense. Donc voilà, il y a selon Donald Trump une menace iranienne et tout à l'heure un porte-parole de la Maison Blanche a simplement dit que il y avait toujours une menace qui planait et qu'en effet Donald Trump pourrait être la cible des Iraniens. Merci beaucoup Sonia Dridi depuis Washington. Un mot encore Guillaume Roquette sur l'avion. On se souvient que quand le Qatar avait dit ça y est, j'offre un avion, alors on ne sait plus trop si c'était aux États-Unis ou au président américain plus particulièrement, on avait dit c'est le caprice de Donald Trump. Bon certains disent voilà, caprice, et on voit les conséquences aujourd'hui. Oui, mais moi je me souviens, vous aussi sans doute, de la satisfaction de Donald Trump quand l'avion avait été livré. On en a vu des extraits. Ouais. Il expliquait que tout avait été sécurisé, qu'on avait changé tout ce qu'il fallait, qu'il avait été entièrement démonté et remonté. C'était apparemment suffisant pour aller jusqu'au sommet de l'OTAN, mais pas pour en revenir. Moi, la seule explication que je vois, c'est que il y a eu une augmentation de la menace entre les deux, ce qui n'est pas très bon signe sur le sujet qu'on traitait précédemment, c'est-à-dire les négociations autour de la fin de la guerre en Iran. Alors, menace à l'encontre du président américain, qu'en dit directement Donald Trump? Aviez-vous connaissance d'une menace de l'Iran contre Air Force One? Je suis constamment menacé. Je suis en tête de leur liste, avant vous. Mais si je disparais, c'est à votre tour, n'est-ce pas? Alors peut-être que certains d'entre vous devraient envisager de changer de métier. Voilà pour Donald Trump, ça nous fait sourire ici en plateau avec sa remarque, mais effectivement, le général Paloméros, est-ce qu'aujourd'hui, le président américain, sa sécurité est réellement en danger, et notamment menacée par l'Iran? Écoutez, les Américains et les Israéliens ne se sont pas privés d'étêter en quelque sorte le pouvoir iranien.
je ne vois pas pourquoi les Iraniens ne se donneraient pas ce luxe si on est loin. Enfin, ça, c'est du scénario fiction, mais après tout, le monde est violent, le monde est ainsi fait. Je pense que ça les retiendrait pas plus que ça, mais ils n'en verraient pas forcément l'intérêt, donc parce que évidemment ça créerait un tel remous que là, je pense qu'ils s'en porteraient plutôt plus mal. Donc à leur place. Je le ferai pas. Alors, juste deux choses. Il y a une fatwa sur Donald Trump depuis l'élimination de Soleimani, mais surtout pendant la campagne, c'est Joe Biden lui-même qui a prévenu les Iraniens, il a prévenu le peuple américain qui avait a priori un complot iranien pour éliminer Donald Trump, et il a prévenu les Iraniens, si vous le faites, c'est une déclaration de guerre d'éliminer un président américain. Donc, c'est pas la première fois, certainement avec les conditions et le contexte actuel, c'est encore plus quelque chose que les Américains, en tout cas, envisagent. Après, il y a quand même un truc bizarre, c'est que on a dit et répété, et le général Chauvency nous le rappelait tout à l'heure, que les Américains avaient la maîtrise du ciel en Iran, que la défense antiaérienne iranienne avait été mise par terre par les frappes américaines et israéliennes. Donc, alors c'est vrai qu'un Boeing 747, peut-être que c'est plus gros, que ça va moins vite qu'un avion de chasse, que donc c'est plus facile à atteindre, mais ça serait quand même un peu paradoxal qu'il y ait cette menace-là, alors même que les Américains ont la maîtrise du ciel en Iran. Général Chauvency, le degré de menace est de plus en plus fort, est au maximum. Alors, je ne sais pas si c'est au maximum, mais moi je partage ce qui a été dit tout à l'heure. C'est la menace, a priori, était plus crédible que ne l'était avant. Donc il y a des mesures de précaution qui ont été prises. Alors maintenant, je remarquerai quand même que New York Times met ça un petit peu en exergue. Alors effectivement, on peut se poser des questions. Pourquoi le fait-il ? Parce que les mesures de sécurité, c'est normal. Donc à la limite, on avait pris un moyen inhabituel pour répondre à la question. Pourquoi pas ? Mais d'un autre côté, rappelons-nous quand même que le secret de service, et c'est la version officielle, a toute autorité sur le président des États-Unis pour lui dire votre sécurité est menacée, donc voilà ce que nous allons faire. Donc maintenant, après, il y a l'habillage de communication par Donald Trump, ce qu'il fait depuis le départ. Michel. La menace n'est pas forcément immédiate. Et je crois qu'il faut dissocier les cris de haine, les appels au meurtre qu'on voit dans les foules rassemblées à Machhad actuellement, les appels à la vengeance, ce qui est quand même un classique, je veux dire, des effigies de représentants américains pendus comme ça, haut et court, dans une foule. Ça fait quand même quelques décennies qu'on les voit à Téhéran ou ailleurs dans le monde. On va tuer Trump, voilà. Bon, voilà, donc ça, alors là, c'est plus gros, c'est assez ostentatoire, mais ça, c'est une chose. Faut pas confondre ça avec des projets concrets qui, par ailleurs, peuvent être fomentés. C'est vrai. Et pas fomenté en l'espace de quelques jours, quelques semaines. Et vous le voyez, quand vous avez des image, fatwas, comme du président américain, la fatwa Rushdie, par exemple, ça a pris combien d'années ? Exactement. Donc ça court éternellement, finalement. Et après, il est facile, relativement facile, dans leur cohérence à eux, de justifier quelque chose qui n'est que la réponse, finalement, du berger à la bergère. Donc et je ne sais pas si c'est vraiment Air Force One qui serait visé dans ce cas-là. Vous avez quand même une multitude dans le terrorisme, dans l'histoire du terrorisme d'État iranien, si vous voulez, il y a quand même, ou autre d'ailleurs, il y a d'autres moyens pour, via des intermédiaires, etc., et la manipulation d'esprits faibles pour attenter à la vie de quelqu'un. C'est ce que j'allais dire, ils n'ont pas besoin des missiles iraniens. On a vu les milices irakiennes, on a vu dans le passé, puisque vous appelez des esprits faibles, en tout cas des proxys qui agissent au nom de l'Iran, parfois sans le savoir. C'est ça, parfois sans le savoir. Il y a maintes façons d'atteindre le président américain, ou en tout cas de tenter. Oui, général Paloméros, je vous voyais acquiescer à ce que disait Elisabeth sur ils n'ont pas besoin, on n'attend pas le missile iranien. Oui, c'était pour peut-être étayer un peu l'affaire de la défense antiaérienne. Quand on dit que la défense antiaérienne iranienne est faible, et en tout cas ne gêne pas ni les Américains, ou n'a pas gêné les Américains, et toujours d'ailleurs, ni les Israéliens quand ils ont attaqué, ça veut dire que globalement, les avions de combat qui pénètrent sont soit au-dessus du rayon d'action, mais les systèmes
les plus dangereux ont été éradiqués. Mais par exemple, il y a 30 drones Reaper, c'est des drones de surveillance qui ont été abattus. Bien sûr qu'il y a toujours une menace, il y a un hélicoptère qui a été abattu, on peut jamais dire. Mais là, c'est pas du même ordre parce que Trump, d'abord, il n'est pas il vole pas dans le ciel iranien, même à proximité. Donc c'est pas comme ça que se produirait, à mon avis, et puis, pardon, le Air Force One ne vole jamais seul, je crois, non? Il est quand même escorté. Non, il est toujours escorté. Toujours escorté. C'est pas... Non, mais moi je réagis un peu aux images d'un seul coup parce qu'il y a peut-être une autre hypothèse. L'hypothèse de dramatiser finalement cette mise en sécurité de Donald Trump en regardant justement ces foules où on dit on veut tuer Trump. Et peut-être qu'il y a eu une opportunité saisie par, je dirais, le service com peut-être de Donald Trump pour dire, vu qu'on menace notre président, on va marquer le coup en disant oui, il y a une menace réelle et peut-être qu'il y a une instrumentalisation par la communication américaine. Hypothèse qu'on retient. 6e et dernier jour des funérailles du guide suprême Ali Khamenei. Ce sont ces images que vous voyez en direct de Mashhad. C'est la ville natale de Khamenei. Il y est né en 1939. Nous sommes au nord-est de l'Iran. Et là, les images que vous voyez, c'est cet avion de chasse qui escorte l'avion dans lequel se trouve le cercueil de l'ayatollah Khamenei qui provenait d'Irak en direction donc de cette ville de Mashhad dans le nord-est de l'Iran. Il sera inhumé au sanctuaire de l'imam Reza. C'est une ville sainte du chiisme, cette ville de Mashhad. Là, Michel Scott, quel message avec notamment ces foules? Parce qu'on nous dit... Voilà, on a répondu, une partie de la population en tout cas a répondu au message qui avait été envoyé notamment par le pouvoir iranien, par des proches de l'ayatollah, et en même temps vous avez d'autres, par le biais de reportages, d'autres populations qui disent « Ah bah nous on s'y rend pas et au contraire on fuit ». Oui, mais c'est une question fondamentale quand on essaie de comprendre les rapports de force en Iran. Je crois qu'une erreur qui a été commise par beaucoup, peut-être à Washington aussi, c'était de croire que il y avait un régime, une bande d'enturbanés, d'ayatollahs, et puis il y a le reste du peuple. C'est de la même manière, c'est une erreur de croire que tous ces gens que vous voyez, là, ces centaines de milliers de personnes, et des millions depuis le début de la semaine, ont été tous amenés dans des bus, si vous voulez, et ont tous été payés pour être là. C'est une erreur fondamentale. Quelle est la proportion d'opposants réels en Iran? Parce qu'elle existe, cette opposition. Elle est muselée. On a vu, elle s'est fait massacrer juste avant le conflit. Elle existe, mais quelle est sa proportion exacte? On a du mal à savoir. Inversement, quelle est la proportion de ceux qui soutiennent? C'est quand même des millions de personnes. Moi, le premier jour, je crois, du conflit ici, je rappelais que la simple milice des Bassidji, on parle d'une milice, c'est entre 4 et 10 millions de personnes. Donc, je veux dire, sur 90 millions d'habitants. Et là, je parle que de ceux qui brandissent la matraque. Donc, imaginez les familles, les autres, les proches, etc. Donc, le soutien au régime, il existe et il a été tirer une balle dans le pied, il s'est renforcé ce soutien, et mécaniquement, depuis le début de la guerre. Alors, démonstration de force du régime et ces images pour l'inhumation et le 6e jour des funérailles de l'ayatollah Khamenei. On va prendre la direction tout de suite de l'Iran, où nous attend le correspondant de France 24 et RFI, Siavosh Ghazi. C'est une foule immense qui s'est réunie depuis ce matin dans la ville de Mashhad. Comme vous pouvez le voir, l'ayatollah Ali Khamenei doit être enterré au loin, si vous pouvez le voir, au loin dans le mausolée de l'imam Reza. Une foule très importante, compacte, qu'on voit ici, après les foules qu'on a vues lundi à Téhéran lors des funérailles nationales. 20 millions de personnes, à tel point que l'agence Reuters a dû recourir à des photos satellitaires pour couvrir toute la foule. Ensuite des millions de personnes dans la ville de Qom et ensuite des millions de personnes en Irak, à Karbala et Najaf, et là encore plusieurs millions de personnes pour un dernier au revoir à l'ayatollah Ali Khamenei à Mashhad. Dans cette ville, comme vous pouvez le voir, il y a énormément de monde, comme vous pouvez le voir un peu partout, donc sur cette avenue, cette grande avenue qui traverse Mashhad, et la seule chose que la population demande désormais, c'est une seule chose, c'est Kill Trump. On voit beaucoup de slogans dans ce sens-là. Les gens lancent des slogans pour dire
On ne veut pas de négociations. La seule chose qu'on veut, c'est la tête de Donald Trump. C'est désormais le slogan qui est repris par la foule un peu partout en Iran. Siavosh Ghazi, on prolonge le débat qu'on avait entamé avec vous, Michel, sur ce régime, Guillaume Roquette. Est-ce que c'est un régime aujourd'hui qui est soutenu ou, par le biais de cette démonstration de force et de ces images qu'on voit, ce régime est ressoudé ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des foules considérables pour cet enterrement, des foules qui sont très, très mobilisées. Elles brandissent ce drapeau rouge. Ils sont pas devenus communistes, les Iraniens, mais c'est la couleur des martyrs et la couleur de la vengeance chez les chiites. C'est très difficile parce que il y a pas vraiment d'élection démocratique, c'est le moins qu'on puisse dire en Iran. En tout cas, il y a une chose qu'on peut constater, c'est que malgré les frappes contre le pouvoir en place, malgré la décapitation des dirigeants, malgré les espoirs israéliens et américains, il n'y a pas eu de révolution populaire en Iran. Donc, est-ce que c'est parce que l'opposition n'en est pas capable, parce qu'elle n'est pas armée, parce qu'elle est trop pourchassée, ou est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas assez forte? Je ne sais pas. En tout cas, le régime a tenu. Il a résisté au plus terrible des crash tests qu'on pouvait imaginer avec l'ampleur de l'offensive américano-israélienne. Général, le régime tient toujours. Oui, il en aurait fallu plus pour qu'il tombe, visiblement. Donc, d'ailleurs, personne, finalement, n'avait fixé, dans l'entourage de Trump, ce changement de régime comme un objectif clair. Ça a un peu vasouillé, si vous m'excusez l'expression, mais très rapidement, ils se sont rendus compte que la seule manière de changer de régime, comme ça avait été fait finalement avec Saddam Hussein, c'était d'y aller. C'est-à-dire de faire la guerre. Un jour, on regrettera peut-être de ne pas l'avoir fait. C'est dans l'histoire. En se disant, on avait une chance, mais évidemment, c'est au-dessus. Je crois qu'aujourd'hui, c'était pas du tout. C'est autre temps, autre mœurs. Ce qu'on a fait en 91, c'était pas à l'ordre du jour cette fois-ci. Elisabeth, est-ce que l'autre partie de la population, peut-être qu'on ne voit pas sur ces images, celle qui n'est pas en accord du tout avec le régime, qui a fui, qui dit regardez, ça c'est une mascarade de la part du régime, est-ce qu'elle a les moyens à un moment donné de se faire entendre? C'est ce qu'on avait dit au moment du déclenchement de la guerre. Il y a possibilité, les États-Unis avaient dit vous allez voir ce que vous allez voir, ce que racontait Michel, ce régime, allez hop, et là c'est les grands oubliés, notamment des Américains. On se rappelle quand même ce message de Trump, l'aide arrive, l'aide n'arrivait absolument pas, et c'est très problématique. Ce régime, il y a certainement une grande partie de l'opposition, mais qui ont peur. Le régime continue, même sous les bombes, même depuis le début de la guerre, à pendre des gens des grues, à prendre des gens dans la rue et ils disparaissent. Il faut pas penser que ça s'est arrêté, cette oppression. Au contraire, on a l'impression que ça s'est renforcé et qui continue de le renforcer aussi pour continuer ce narratif de nous avons survécu, nous se sont renforcés de cette histoire. Et je pense que si aujourd'hui il y a une opposition, et je pense fortement qu'il y a une opposition, mais ils ont peur, ils sont peut-être chez eux, et clairement, ils étaient, l'aide américaine qui a été promise n'est pas arrivée à l'opposition, donc on peut pas prendre la rue contre un régime comme ça sans des armes. Et l'histoire nous montre, et l'évidence aussi, que c'est pas en période de guerre que vous renversez un régime. Vous imaginez, dans nos guerres à nous, notre histoire à nous, l'équivalence est totalement impossible. Donc, vous êtes immédiatement stigmatisé comme traître, etc. D'ailleurs, il y a eu une chasse à l'homme aussi sur les traîtres en temps de guerre. Donc, il y a eu la répression avant-guerre, et puis ensuite, après-guerre, c'est encore plus facile. Donc voilà, juste un mot sur ces rassemblements, parce que c'est la conjonction quand même c'est un message bien sûr politique, c'est une déclaration de victoire dans cette guerre. Bon, c'est ça qu'ils veulent projeter comme image d'unité, et puis c'est une célébration religieuse. Enfin, c'est-à-dire que le personnage chef de l'État, le personnage d'Ali Khamenei, c'est la plus haute autorité chiite. Donc, ce qui se passe là, eh bien, c'est on appelle à l'émotion du chiisme, au-delà des frontières iraniennes. Pour ça que l'Irak était convoqué. On n'est pas simplement dans une commémoration, une célébration funèbre, nationaliste uniquement, mais il y a une espèce de pape du chiisme qui a été tué, et donc
Donc ça donne un peu plus de force à tout ce qu'on voit là. Vous les voyez justement, ces images qui restent impressionnantes quand on les voit en direct. Donc je vous rappelle, la ville de Mashhad, c'est la ville natale de l'ayatollah Khamenei. C'est le dernier jour de ses funérailles, 6e et dernier jour, l'inhumation du corps dans quelques heures maintenant. Ces images que nous on commente, que d'autres pays voient, dont Donald Trump aussi les voit, ces images, Général Chauvency, là. Oui, je crois que ça pose vraiment la question qu'on a tous au fond de notre tête depuis le début. Comment ça va se terminer maintenant? Et après, que va-t-il se passer à partir de demain? Parce que pour l'instant, on n'est pas dans une situation où on voit la fin du conflit. Quand on voit toute cette foule, effectivement, rassemblée, et il n'y a pas que des images artificielles de l'IA, il y a une réalité humaine, il y a une masse humaine qui est présente, qui soutient le régime, de toute façon. Donc, comment voulez-vous abattre un régime? Comment voulez-vous négocier avec lui, alors qu'ils se sont complètement confortés par, finalement, le résultat positif de cette mobilisation de la foule? Alors, certes, c'est un événement religieux, mais finalement, c'est aussi un événement politique. Et puis, c'est aussi un mouvement de défi envers les États-Unis. Vous voyez bien, comme nous sommes nombreux. Vous voyez, tous les gens qui sont dans la rue pour soutenir le grand ayatollah. Donc, et vous allez faire quoi maintenant, vous, les Américains? Et là, j'avoue que je n'ai pas la réponse. Oui, c'est une démonstration de force, et pas uniquement intérieure, parce qu'effectivement, ça montre aussi le poids international qu'a gardé l'Iran, qui n'est pas le pestiféré complètement isolé. On le disait, le corps de Khamenei a été exposé à Karbala, parce que ça, c'est l'international chiite. Il ne faut pas oublier que 60% de la population irakienne est chiite. Donc, les Iraniens ne sont pas seuls. 2, on a annoncé, alors j'ai pas vu les images, donc je ne sais pas si ça a été confirmé, mais on avait annoncé la présence de Medvedev, quand même l'ancien président russe, et celle de Shehbaz Sharif, le Premier ministre pakistanais, aux obsèques. Donc, il n'y a pas d'isolement non plus complet de l'Iran sur le point de vue diplomatique. On a même vu des représentants saoudiens, ce qui a assez surpris un certain nombre vu ce qu'ils ont pris sur la tête. Alors, il faut dire que les Émiratis ont envoyé personne, et avec beaucoup de... On ne le fera pas parce qu'ils nous ont frappés, mais effectivement, parce qu'il y a aussi cette question à la fois religieuse et politique. Il y a eu un certain nombre de personnes, effectivement, un certain nombre de puissances étrangères qui étaient sur place. On voit donc ces images en direct. On a vu d'autres images aussi dans cette émission. Général Palomero, sont celles des frappes. Des frappes qui ont eu lieu, frappes intensives cette nuit. On l'a dit, les Américains qui ont visé 90 sites en 24 heures, 170 en 48 heures. Alors ce sont des chemins ferroviaires, des liaisons ferroviaires, ce sont des ports, ce sont des ponts. Notamment, on a parlé aussi du périmètre de la centrale de Boucher. On le disait ici, on en débattait en début d'émission, Général, symbolique avant tout? Non, je pense que c'est un peu plus que symbolique. Les Américains mènent une guerre, une bataille qu'ils auraient sans doute pu mener avant pour le contrôle du détroit d'Ormuz. C'est, militairement parlant, ça n'a pas beaucoup de sens, mais s'il y a vraiment des cibles à frapper, c'est plutôt là qu'il faut les chercher, en disant on va déjà amoindrir la menace. Il suffit de 3 drones lancés de je ne sais où en Iran pour frapper 3 pétroliers. Ça s'enflamme à la moindre allumette. Donc, mais en revanche, ce qu'il apparaît malgré tout, c'est qu'il y a quelques axes que je qualifierais de plus stratégiques sur, par exemple, les lignes d'approvisionnement maritime. Là, on commence à voir des frappes. On se demande d'ailleurs pourquoi ça n'avait pas été frappé pendant la campagne. Il y a un peu quand même des incohérences dans le dispositif, mais avec 80 frappes, on ne peut pas non plus identifier une stratégie particulière. On frappe ce qui est en bordure du détroit pour dire, bon, le détroit d'Ormuz, hors de question que vous l'appropriez, ça ne va pas suffire. C'était clair, ouais. Et puis après, il commence quand même à s'en prendre à des objectifs qui sont plus embêtants, qui touchent directement l'approvisionnement. Je pense qu'on va aller de plus en plus vers une guerre économique. Ils vont sans doute reprendre le blocus. Je ne vois pas d'alternative, parce que ça, c'est efficace. Et c'est sans doute ça qui fera peut-être plier l'Iran. Alors justement, ces images-là de sites en Iran qui sont détruits, Téhéran qui riposte, mais aussi en direction donc des pays du Golfe. On parlait de sirènes d'alerte qui ont retenti à Amman, en Jordanie, des explosions entendues au Bahreïn, mais aussi au Koweït. Pierre-Olivier Dantan, vous êtes notre envoyé spécial à Doha, au Qatar. J'allais dire que c'est un regain de tension dans toute la zone au niveau des pays du Golfe.
Il y a clairement un regain de tension ici pour la deuxième nuit consécutive. C'est un petit peu la même histoire qu'il y a 24 heures, c'est-à-dire qu'on a assisté à des frappes américaines sur le territoire iranien pour la deuxième nuit consécutive qui ont donné suite à une riposte de Téhéran sur les pays du Golfe, ces pays du Golfe qui sont en première ligne. Ici, Bahreïn par exemple est situé à seulement quelques dizaines de kilomètres des côtes iraniennes. Cette nuit, les gardiens de la révolution disent donc avoir visé et frappé des intérêts militaires américains dans la région, notamment à Bahreïn, cette base, notamment ce QG, ce quartier général de la 5e flotte navale américaine, centre névralgique des opérations navales ici dans la région. Ils disent aussi avoir visé le Koweït et cette base américaine d'Al-Salem. Ils préviennent ces gardiens de la révolution, je les cite, c'est une première étape de représailles et si les États-Unis répètent leurs attaques, alors d'autres bases américaines dans la région seront touchées. Je vous parlais de Bahreïn et Koweït à l'instant, mais il faut également notifier que la nuit dernière, ici à Doha, au Qatar, aux alentours de 2h30 heure française, une alerte de sécurité publique a retenti sur nos téléphones portables, nous indiquant de rester confinés, éloignés des façades en verre, des fenêtres, signe qu'il y a clairement un regain de tension dans les pays du Golfe, à Bahreïn, à Koweït, mais aussi ici à Doha, au Qatar. Pierre-Olivier Dantan, depuis le Qatar. Général Chauvency, l'Iran a les moyens de tenir ? Je dirais militairement, armement, on a parlé des stocks qui auraient été plus ou moins épuisés, mais à chaque fois on a l'impression que ça se renouvelle. Non, on revient quand même à cette hypothèse de cette capacité de nuisance. Gagner la guerre militaire, non. Mais gagner la guerre, peut-être, je dirais, dans la durée diplomatique, oui, parce qu'elle a une victoire politique pour l'instant, quoi qu'on puisse, une victoire stratégique, puisqu'elle est capable d'imposer sa volonté à l'ensemble du monde, en quelque sorte. Maintenant, les drones, on sait que ça se fabrique assez vite, donc il y en a. Donc on est sur, effectivement, une guerre, à mon avis, enfin, c'est pas le mot guerre qu'il faut utiliser, je dirais des opérations militaires qui vont durer un certain temps, sans pouvoir en préciser la fin. Je ne pense pas qu'on arrivera à une guerre ouverte comme on l'a connue précédemment. En revanche, un petit peu tous les jours, en riposte contre riposte, rappeler qu'on existe, détruire ce qu'il faut détruire. Là, je reviens à ce qu'a dit le général Palomero, c'est effectivement aussi affaiblir quand même progressivement au fur et à mesure ce qui peut être fait du côté iranien, parce que ça aussi, le temps qu'on leur donne, ça leur permet aussi de refabriquer des armements, donc il faut les démolir. Et avec les moyens de tenir pour les Iraniens ? Alors on les a quand même, on les a quand même donné un petit peu de temps pour justement refabriquer. Et je pense que c'est important de le dire. Je pense que c'est aussi tout l'intérêt des Iraniens de signer ce mémorandum était de reconstruire un peu, que ça soit des missiles ou notamment des drones qui sont beaucoup plus faciles à reconstruire. Maintenant, quelles sont les vraies capacités iraniennes si les Américains voulaient s'engager à fond? Je pense qu'ils n'auraient pas cette capacité-là, mais la vraie capacité de nuisance, en réalité, ce détroit d'Ormuz, qui ne nécessite pas énormément de moyens et par rapport aux Américains et surtout par rapport à Donald Trump et toutes ces inquiétudes, surtout sur l'économie, on a vu la prix de l'essence sursauter aux États-Unis ce matin. C'est ça qu'ils ont en réalité, c'est ça leur vrai levier, c'est pas leur missile. On va compter bien sûr dans les jours à venir combien frappe le Bahreïn, le Qatar et autres, mais leur vrai pouvoir de nuisance, c'est ce détroit d'Ormuz. Général Paloméros. Oui, je pense que je serais un peu plus peut-être balancé parce que c'est quand même ces capacités de missiles stratégiques qui donnent à l'Iran une dissuasion conventionnelle. L'Iran, pour peser aujourd'hui sur le Moyen-Orient, n'a plus besoin d'acquérir le pouvoir, la puissance nucléaire. Ils essaieront de le faire malgré tout parce que ça donne une stature et tout ce qu'on veut. Mais là, les démonstrations qu'ils ont faites, qui ont quand même beaucoup surpris, et sur des cibles faciles, des raffineries, il n'y a rien de plus simple. Si demain ils frappent des installations de désalinisation d'eau de mer, il n'y aura rien de plus simple. En revanche, ils ont fait des choses compliquées. Grâce au ciblage qui leur a été fourni à la fois par les Chinois et par les Russes, ils ont été capables de frapper des radars de défense antimissile. Si vous n'avez plus de radars dans la défense antimissile, c'est pas la peine d'avoir des patriotes. Oui, parce que j'allais vous demander, quand on parle d'arsenal militaire iranien, de quoi parle-t-on exactement ? Quels sont les stocks aujourd'hui ? Mais c'est ça la question. En tout cas, ce qu'il apparaît, c'est qu'ils ont construit toute une industrie souterraine, et ça maintenant on commence à en avoir peut-être pas des preuves, mais en tout cas d'une manière tangible. Les Américains, les services secrets américains, tout le monde, alors qu'après la guerre des 12 jours,
c'était fini. Enfin, ça, c'était Donald Trump. On a éradiqué le nucléaire, tu parles. Il était bien enfoui du côté d'Ispahan, et ça, on n'y a pas touché, bien sûr. Et puis, on a découvert qu'ils étaient capables de reconstituer leur stock parce qu'ils ont travaillé sur leur résilience. Depuis des années, de dizaines d'années, ils l'ont préparé, cette guerre. Et ça, c'est important. Moi, je considère que, alors évidemment, on leur a donné en prime le détroit d'Ormuz. Oui, ça, c'est avant, ça marchait, et après, c'est terminé. Et ils vont pas le lâcher. Mais les missiles balistiques sur les pays du Golfe, là, il y a du boulot, parce que vous savez combien les Américains peuvent produire de patriotes par an, 600 à peu près, 600-700. Combien ont été dépensés pendant la guerre en Iran dans les pays du Golfe? 1800, 1900. 3 fois plus que la production annuelle. Ils essayent de monter à 2000. Et tout le monde en demande. Et l'Ukraine, bien sûr. Et les pays européens vont demander aussi pour assurer la protection de l'OTAN. Michel Scott. Oui, la question des stocks, c'est une question qui se pose aux Iraniens, mais aussi aux Américains. Vous venez de le dire. C'est pour ça que je pense qu'aucune des deux parties n'a intérêt, en fait, à ce que ça se prolonge. Moi, j'ai l'impression que la séquence qu'on est en train de vivre, encore une fois, c'est plutôt une manière de rappeler à l'adversaire ce qu'on est capable de faire. Donc nous, on est capable de faire. On a résumé en début d'émission un peu les 3 types de cibles en fait qui avaient été visées. Et puis les Iraniens ont simplement répondu rappelez-vous, nous, on a vos voisins et vos alliés à portée de tir. Ils sont en face de chez nous. Donc il n'y a rien de plus simple. Et ils hurlent pour que ça se termine. Donc ils désespèrent que ça se termine. Donc moi je suis pas sûr que ça se prolonge. Après sur la capacité iranienne à reconstituer partiellement les choses, oui, d'abord ils l'ont dit, même ils ont profité du cessez-le-feu pour reconstituer une partie des stocks, une partie limitée sans doute. Voilà, donc je suis pas sûr non plus qu'ils aient intérêt à une guerre de plusieurs mois. Elisabeth. 2 choses, je suis entièrement d'accord avec Michel Scott. Je pense que ni l'un ni l'autre a envie que ça reprend à fond, parce que les deux ont pas forcément les moyens qu'ils aimeraient bien avoir pour aller jusqu'au bout. Mais la deuxième chose, juste sur cette question de patriotes, il n'y a pas que des patriotes. J'ai parlé avec des responsables émiratis l'autre jour. Une chose qu'ils ont appris, c'est qu'il faut diversifier. Quoi aussi, il y a les Sud-Coréens, entre autres, qui travaillent avec les Israéliens. Il y a quand même cette conception aujourd'hui qu'on ne peut plus dépendre juste des Américains et des patriotes, parce que d'abord les Américains ne fabriquent pas assez, mais parce qu'il y a d'autres options aujourd'hui, et il faut le dire, notamment nos amis sud-coréens, et c'est important. Oui, c'est vrai chez nous aussi, on a des systèmes, mais ça va prendre des années. Même si on accélère, les composants... pourquoi la construction des patriotes est limitée? Parce qu'il faut des composants de nature, c'est des armements complexes, si vous voulez. Et c'est vrai, dès que vous attaquez à la défense antimissile, y compris contre des missiles hypersoniques, là ça devient complexe, il faut l'avouer, c'est ce qu'il y a de plus complexe. Et c'est pas étonnant que ça soit la partie dure pour les Ukrainiens, aussi bien que pour les pays du Golfe et pour les Américains. Je vous remontre ces images si vous nous rejoignez à l'instant dans le grand dossier sur LCI. Ce sont des images en direct de Mashhad, nous sommes en Iran, c'est la ville où est né l'ayatollah Khamenei, 6e et dernier jour de ses funérailles, là dans sa vie, regardez. Alors nous sommes de nuit parce qu'il y a un décalage, il doit être 19h15 à peu près en Iran, en tout cas à Mashhad en ce moment. Effectivement, là, Michel, on a ces images qui nous parviennent. On a vu tout à l'heure ce chasseur dans le ciel qui accompagnait et qui surveillait, qui assurait la sécurité de l'avion qui transportait le cercueil de l'ayatollah Khamenei. Et là, cette foule habillée en noir, avec, on l'a vu, des inscriptions visant directement Donald Trump, aussi qui est recueilli sur ce cercueil de l'ayatollah. Oui, et c'est donc une démonstration de force, on l'a dit, pour le régime, de soutien. C'est une démonstration de la ferveur chiite, peut-être. D'abord, en fait, pour les gens qui sont là. Encore une fois, il y a un personnage sacré qui est mort dans des conditions violentes, et donc il y a sans doute une émotion populaire réelle, si vous voulez. Et donc voilà, on arrive au bout de ce cycle qui avait suspendu un peu les choses, vous savez, donc pendant 6 jours, tout ça a commencé samedi dernier, et donc les négociations étaient en suspens. Donc la grande question, c'est après, c'est en train de se terminer, c'est quelques heures là de funérailles, les dernières. Qu'est-ce qui va se passer demain? Voilà. Et
je pense que si quelqu'un le sait, ce sont sans doute les Iraniens et pas les Américains. Voilà, pour prolonger la question précédente, je pense réellement que... Parce que Trump l'a quasiment verbalisé. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Je sais pas, on verra. On verra ce qu'ils font. Donc on verra ce que font les Iraniens. Alors voilà pour ce qui est de ces funérailles de l'ayatollah Khamenei. Donc Mashhad, on le rappelle, c'est la deuxième ville aussi du pays de l'Iran, juste après Téhéran, avant Ispahan, et cette foule qui est rassemblée. On a parlé de ces aspects, j'allais dire aussi militaires, avec ces frappes intensives la nuit dernière. Il y a aussi un aspect économique. On peut se poser la question des répercussions économiques de ce conflit au Moyen-Orient. Mais j'allais dire, chez nous, ici en France, j'accueille Catherine André, éditorialiste et d'économie LCI, parce que Catherine, on se posait la question, on regardait ce matin le cours du Brent, du baril de pétrole. Alors, on se souvient, à une époque, on était les 100, 120 $. Là, on est repassé juste en dessous de la barre des 80. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change ? Est-ce que moi, si je vais faire mon plein à la station-service, je vais me dire, génial, j'ai 2, 3, voire 10 centimes en moins ? Alors, pas tout de suite, vous allez me dire. Alors, pas tout de suite, mais ce qu'on a surtout vu ces derniers temps, c'est qu'il y avait eu une baisse. Il y a eu une baisse du prix, notamment du gazole. On a perdu à peu près 15 à 20 centimes selon les stations-service. D'ailleurs, dans certaines stations, vous trouviez même du gazole à 1,80. Voilà, c'est ce qu'on a vu ces dernières semaines. Là, qu'est-ce qui s'est passé hier avec le regain de tension ? C'est vrai qu'on a pris $6, $7 sur le baril en une journée, ce qui est important. C'est-à-dire, c'était une hausse soudaine et forte. Mais c'est vrai que $80, c'est pas les $120 qu'on a connus il y a encore quelques mois. Pour l'instant, est-ce qu'il faut s'emballer, s'inquiéter particulièrement ? Ça dépendra en fait de ce qui va se passer dans les prochains jours. Parce que si un climat de tension s'installe de manière durable dans ce détroit d'Ormuz, on passera au-dessus des $80. Et là, oui, une fois que les stations-service auront distribué leur stock et qu'elles devront s'approvisionner avec un nouveau prix, un prix plus cher, eh bien, le répercuteront sur les automobilistes. On estime $1 le baril, c'est 1 centime de plus à la pompe. Donc, vous faites votre calcul. Si ça monte à $90, c'est quelques centimes en plus pour les Français. Donc oui, c'est une mauvaise nouvelle pour le pouvoir d'achat, mais de manière générale, ce serait une très mauvaise nouvelle pour l'économie française, parce qu'on sait qu'on a des marges de manœuvre extrêmement réduites, vu nos difficultés budgétaires, avec notamment le risque que ça impacte encore plus la croissance. Les prévisions de croissance ont été réduites déjà ces derniers jours, et quand vous impactez la croissance, eh bien, ça voudra dire trouver des économies en plus, parce que le déficit budgétaire pourrait se creuser encore plus. Et vous savez qu'on est à 9 milliards d'euros déjà d'économies à rechercher en plus, en raison de la dégradation de la conjoncture économique. Vous y venez sur cette, atmosphère économique en France. On a tous en tête l'idée de l'explosion de la dette dans notre pays. On pourrait se dire, ça nous concerne pas, c'est l'État, c'est loin, pas moi, tranquillement, dans mon appartement, dans ma maison, etc. Mais si, ça va avoir des conséquences, vous nous dites précisément, sur notre pouvoir d'achat et notre mode de vie aussi. En tout cas, ce qu'on voit là sur les marchés financiers, c'est que le taux d'emprunt, le taux de la dette française à 10 ans a atteint hier, on est autour de 3,90%. C'est énorme, depuis 2009, on n'avait pas vu ça. C'est une flambée qui a été très importante et continue ces derniers jours. Et attention, parce que on estime que quand vous passez les 4%, vous basculez dans une zone d'ombre où ça peut aller très vite. C'est-à-dire que très rapidement, vous pouvez être à 4, 4, 5%. Et donc le problème, évidemment, c'est que ça survient dans le pire des contextes pour la France. Ça révèle toutes nos fragilités. Nous n'avons aucune marge de manœuvre. Et donc, ce sera ce que décrit la Cour des comptes, l'étouffement par la dette, si ces taux d'intérêt continuent de grimper. Et comme on est incapable en France pour le moment d'engager des réformes, comme le fait par exemple l'Allemagne, eh bien, on risque d'être sanctionné très difficilement sur les marchés financiers dans les prochaines semaines. Guillaume Roquette, on se dit guerre au Moyen-Orient, conséquences économiques chez nous en France, c'est loin, on les voit pas directement, on les voit pas concrètement. Et là, de ce que nous dit Catherine en donnant les chiffres, on se dit attention, danger. Oui, il y a un paradoxe. En apparence, on tient bien le choc. Effectivement, ça vient d'être dit, le prix des carburants est contrôlé. La bourse se porte plutôt bien. Je regardais avant de venir dans le studio le SBF 120 qui est
l'indice de référence de la Bourse de Paris. Si on prend depuis le 28 février, c'est-à-dire depuis le début de la guerre, il a baissé de 0,4%. Donc ça veut dire qu'il est stable. En revanche, il se passe quelque chose de souterrain, c'est qu'il y a un manque de confiance des entreprises, et vous le voyez bien sur le chômage. Le chômage est repassé au-dessus de 8%. C'est spectaculaire chez les jeunes diplômés, par exemple, qui n'arrivent pas à trouver du travail parce que les entreprises sont prudentes, elles ne savent pas quel est l'avenir, et donc elles reculent à la fois leurs investissements et leurs embauches. Et effectivement, quand ça se passe comme ça, c'est mauvais signe, parce que moins de croissance, c'est moins d'impôts, et moins d'impôts, c'est moins de recettes fiscales, donc une situation de la dette encore plus difficile à tenir. Et c'est vrai que là, les OAT, les obligations du Trésor, qui servent à financer la dette française, elles ont un taux d'intérêt ces temps-ci qui est plus élevé que celui de la Grèce. Donc ça montre qu'il y a un début de défiance, c'est quand même très inquiétant vis-à-vis de la France. 1, les carburants. 2, on a parlé de la dette française. 3, c'est en lien, Catherine, avec ce que disait à l'instant Guillaume Roquette, sur les entreprises. Je lisais un rapport de BPI France qui dit qu'aujourd'hui, c'est 80, si je retrouve le chiffre, voilà, près de 80% des TPE, PME impactés en France. J'allais dire, c'est quasiment tout le petit tissu ou moyen tissu économique en France qui aujourd'hui se sent à des répercussions et se dit a des conséquences, les vit au quotidien. C'est quoi concrètement pour ces entreprises ? Moi j'ai envie de dire 80% impactés, et on a quand même une chance, c'est le nucléaire. C'est-à-dire que le nucléaire nous permet notamment pour l'instant sur les factures d'électricité, ça a été contenu. Mais si vous êtes en Italie et en Allemagne, comme le prix de l'électricité est indexé sur le gaz qui a beaucoup augmenté, là vous n'êtes pas protégé. Donc oui... Nos entreprises sont fortement touchées parce que évidemment, quand je sais pas, vous êtes une entreprise de logistique et que vous devez faire des pleins beaucoup plus chers, ça rogne et ça impacte très directement votre rentabilité. Après, il y a différentes solutions. Soit l'entreprise choisit de rogner sur ses marges, encore faut-il qu'elle ait des marges, soit elle le répercute sur les prix. Et là, le risque, et on sait que c'est aussi quelque chose qui va être scruté dans les prochaines semaines, c'est l'inflation. C'est-à-dire que si durablement, de nouveau, le prix des carburants augmente, eh bien, ce qui fait craindre, ce qui est à craindre, c'est effectivement une inflation. L'inflation plus élevée, des prix plus élevés, et là encore, l'augmentation des taux d'intérêt pour juguler l'inflation, et ça c'est mauvais signe, notamment pour les crédits immobiliers, pour les entreprises qui emprunteront de manière plus difficile. Donc c'est un cercle vicieux qui peut être effectivement déclenché par ce choc énergétique. On n'y est pas encore, mais c'est vrai que la situation, elle est regardée avec beaucoup d'inquiétude aujourd'hui. Général Paloméros, vous, en tant notamment qu'ancien commandeur suprême de l'OTAN, quand par exemple ils sont tous réunis, les pays, qu'il y a Donald Trump qui est présent, est-ce que ces homologues lui disent alors ok, très bien ces frappes, mais elles vont nous coûter cher aussi à nous, donc attention. Si vous parlez de l'OTAN, le traité de Washington là, qui a été fait, qui est un magnifique document que j'incite tous les auditeurs et téléspectateurs à lire parce qu'il est très simple, mais il définit les règles de l'OTAN. C'est pas du tout un traité militaire. Et ce qui est intéressant, c'est que l'article 2, il porte sur les valeurs communes de cette alliance, et dans ces valeurs communes figure en premier chef l'économie. C'est-à-dire que les pays s'engagent à harmoniser leurs économies, à progresser ensemble, à prospérer ensemble, ce qui s'est passé finalement après 49. Donc ça veut bien dire que quelque part, cette alliance, elle tient à la fois sur des valeurs et des intérêts, et que dès qu'on découple l'ensemble, comme le fait Donald Trump, on fait prendre des risques à cette alliance parce qu'on la transforme en un vaste marché, en une coalition très standard où on fait du troc, alors que l'esprit, il n'est pas là. Et je pense que revenir à l'esprit, c'est difficile quand on est face à Donald Trump, mais c'était vrai aussi quand même avec les prédécesseurs, ils disaient différemment, ils vivaient différemment. Mais si on n'a pas... Et ça, au sein de l'Union européenne, c'est une valeur cardinale. Ça. Maintenant... ce que je constate, moi, dans mes contacts avec le monde de l'entreprise, et Dieu sait si j'en connais, des PME et des TPE que j'essaie de soutenir dans l'espace et bien d'autres domaines, c'est les charges. La mauvaise idée, ça serait d'augmenter les charges. Ça peut être une idée en disant, ah ça y est, ils vont faire rentrer de l'argent dans... Non, je pense que là, on tuera la bête, si vous expressez l'expression. Je vous donne cette dernière information. Tiens, je vais vous faire réagir, Général Chauvency. On en parlait tout à l'heure, on était avec notre correspondante Bethsabée Salem depuis Israël. Eh bien, Israël qui se dit à l'instant prêt à attaquer l'Iran une troisième fois, si nécessaire.
Oui, on va voir ce qui va se passer. Alors, je crois qu'il faut rester prudent. Nous sommes encore peut-être dans l'émotion, dans les images qui nous sont présentées, et on revient toujours à la même question. Et après, donc frapper peut-être. Alors, la frappe est possible pour atténuer encore la nuisance des Iraniens, mais ça recommencera encore après. Donc voilà. Très honnêtement, je ne vois pas de solution aujourd'hui à ce conflit tel que c'est présenté actuellement. Un mot, Elisabeth, pour conclure. Je pense que Israël, c'est un message de communication. On sait qu'Israël est prêt. Ils l'ont dit dès que le cessez-le-feu a commencé, qu'ils étaient prêts à renouveler. Maintenant, on verra. Moi, je m'interroge. Quelqu'un l'a dit. Je pense que c'est Michel Scott qui l'a dit plus tôt. Peut-être aussi des éliminations. Comme on a entendu beaucoup de Donald Trump critiquer le nouveau dirigeant, peut-être certains sont sur la liste des Israéliens. Merci beaucoup à tous les 5 d'avoir été les invités du Grand Dossier. Je vous rappelle bien sûr que le Grand Dossier, c'est une émission que vous pouvez retrouver et écouter en podcast tous les jours sur vos plateformes d'écoute. Vous avez le petit QR code qui s'est affiché en bas de votre écran. Je vous retrouve moi demain à nouveau dès 16h45, mais en attendant